Bonsoir. Je suis vraiment ravie d'être là et d'avoir l'opportunité de m'exprimer, de pouvoir proposer ma vision du monde. Quand on m'a appelée pour me proposer de faire ce TEDx, on m'a dit que c'est pas parce que je suis comédienne, mais parce que j'écris des chroniques dans un journal local. Alors, je suis pas sûre que ces chroniques valent grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles me permettent de coucher sur le papier mes réflexions, mes expériences du moment. Et c'est un luxe parce que je peux les partager avec les gens. Et elles me permettent aussi de faire une mise au point de ma vision du monde. Comme ces chroniques, elles sont faites par écrit, c'est un exercice qui est beaucoup plus facile pour moi que ce que j'ai à faire aujourd'hui avec vous. Parce que c'est vrai que je suis comédienne, mais je suis comédienne pour le cinéma. Et c'est pas un hasard parce que je suis très stressée de parler devant les gens. Voilà. Je vous demanderai du coup de ne pas prendre en compte les biographies que vous avez sous les yeux, parce que quand on m'a demandé de l'écrire, je ne savais pas encore du tout ce dont j'allais vous parler. Et si je devais la réécrire aujourd'hui, je mettrais juste Noémie, femme de 27 ans, de nationalité suisse et résidente en France, parce que c'est vraiment tout ce qui importe dans ce qui va suivre. Quand on m'a annoncé que le thème de ce TEDx, ce serait ensemble, je me suis posé 1000 questions. Comme qu'est-ce que ça veut dire pour moi le vivre ensemble, comment vivre ensemble, pourquoi vivre ensemble et pourquoi est-ce que c'est surtout si difficile. Je me suis rendu compte que selon moi, ce qui régissait nos possibilités de vivre ensemble, ça s'articulait autour des notions entre autres de bienveillance et de malveillance. Et alors ça paraît simple, mais je me suis attachée à noter tous les moments dans le quotidien où la bienveillance fait défaut. Pour moi comme pour les autres. Donc tous ces moments où on pense au profit qu'on va tirer de telle ou telle situation ou de telle ou telle personne. Ces moments où on préfère ne pas écouter, ne pas entrer en empathie avec l'autre par paresse, par confort ou par peur de devoir s'engager à donner et à aider alors qu'on a déjà tellement peur de manquer. Je me suis aussi rendu compte que je me disais souvent à moi-même, t'as pas le temps, ton temps est aussi précieux que celui de n'importe qui. T'as pas les moyens. Pourquoi est-ce que tu aiderais cette personne alors que tu sais pertinemment qu'elle ne va pas t'aider en retour? Et j'ai l'impression qu'on tombe vite dans une idée d'un monde où on a l'impression que le monde est pourri, que le monde est de plus en plus rapide, que les gens sont de plus en plus individualistes, que tout est basé sur le profit et qu'on est déjà assez absorbé avec nos proches et avec notre famille et qu'on n'a pas le temps ni la force d'être bienveillant avec tous les autres, tous les inconnus. Et c'est pour ça que... Alors que moi, je suis une personne qui essaie d'être empathique et le plus bienveillante possible dans mon quotidien et dans ma vie avec les autres. Alors je me demandais ce que j'allais pouvoir vous raconter de mon rapport à la bienveillance, à la malveillance et au vivre ensemble. Et vous avez de la chance parce que cédant à la pression de devoir faire un TEDx, parce que c'est une grande chance, mais c'est aussi une énorme pression, je voulais absolument me donner une légitimité. Je voulais vous raconter une histoire incroyable, une histoire d'antan, de laquelle je pourrais tirer une parabole sur le vivre ensemble. Donc je me suis intéressée à une statue qui se trouve à Sion, dans la ville d'à côté, qui s'appelle la Catherine, et qui, pour moi, le récit de la donation de la statue à la ville exprimait vraiment bien des questionnements liés à l'identité des gens entre les cantons en Suisse, alors qu'ils vivent tous ensemble dans un même pays. Et vous avez vraiment de la chance, parce que ma grand-mère est décédée et il m'est arrivé une histoire qui m'a bouleversée et qui exprime vraiment beaucoup mieux tous ces questionnements que j'avais qui sont liés à la bienveillance et au vivre ensemble. J'ai envie de la partager avec vous et j'insiste sur le fait que cette histoire soulève des questionnements mais n'apporte aucune réponse. Donc la situation. Nous sommes en plein mois d'août, août dernier, et j'emprunte la voiture de ma grand-mère pour rejoindre des copains en Dordogne, dans l'ouest de la France, qui ont une ferme et qui organisent une semaine de fêtes, de bouffe entre amis. Ce sont des gens qui sont assez extraordinaires et qui inventent et qui font vivre une manière de vivre ensemble qui est basée sur la paix, sur la joie, sur le respect, la responsabilité et la création artistique de tous les instants. Alors je passe là-bas 3 jours merveilleux, jusqu'à la veille de la grande fête finale qui doit se tenir dans la forêt. Et ce jour-là, j'apprends le décès de ma grand-mère. À partir de ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner en Suisse, rejoindre ma famille, être avec eux. Donc je prends la décision de repartir toute seule en Suisse. Donc j'arrive là et on enterre ma grand-mère tous ensemble, c'est très beau. Et je repars dans l'autre sens
pour rejoindre mes potes le soir même pour faire la fête, en l'honneur de ma grand-mère. Sauf que sur l'autoroute, à 23h30, le voyant stop de ma voiture se met à clignoter. Et je panique un peu et je m'arrête dans la première station-service que je trouve. J'ouvre mon capot. Le moteur, il est bouillant. Donc voilà, je ne suis pas très à l'aise. Et il y a un mec qui est en train de faire le plein, qui s'approche de moi et qui regarde mon moteur et qui m'annonce qu'en fait, j'ai plus de courroie d'accessoires, que c'est très dangereux et que je ne devrais plus du tout prendre le volant. À ce moment-là, j'essaye de joindre mes potes du coup, dans leur ferme. Le problème, c'est que c'est une ferme qui est vraiment perdue dans la campagne. Il y a vraiment 0 réseau. Donc, impossible de les joindre. Donc, j'essaye d'atteindre l'assurance. Et je me rends compte que ma grand-mère n'a pas renouvelé le contrat d'assurance. Donc, que le contrat est périmé. Et que je ne suis pas du tout assurée ailleurs qu'en Suisse. Donc, je me pose, je réfléchis. Donc, il fait nuit, il est tard. La station-service vend des chips, mais pas du tout de courroie d'accessoires. Et puis, il y a pas mal de gens qui zonent. Il y a un gars qui s'approche de moi, qui me dit « Mademoiselle, vous êtes en panne, vous inquiétez pas, vous pouvez venir dormir chez moi. » Donc, je dis « Non, merci, ça va, je vais me débrouiller, ça va aller vraiment. » Mais bon, je commence un peu à angoisser quand même. Il y a un deuxième gars qui arrive et qui me dit « Non, mais viens dans ma voiture, je t'amène là où tu dois aller, il n'y a pas de souci. » Et j'ai vraiment pas du tout envie de m'enfermer avec quelqu'un dans une voiture, donc je dis pareil, non merci, ça va aller. Et ouais, je me sens de plus en plus mal, en vérité. Et là, il y a un troisième gars qui s'avance, et je me prépare déjà à être assez ferme et à lui dire t'inquiète, je gère, pas de souci, j'ai pas besoin de toi. Et le gars, il est grand, il a une tête improbable. Franchement, il fait flipper. Il a l'air atteint de poliomyélite, donc en fait ses bras sont atrophiés. Et il vient me voir, il me dit ouais, je vais dépanner ta voiture, pas de souci et tout. Et alors honnêtement, il me paraît vraiment être pas du tout la personne indiquée dans ma situation. Et en plus, pour couronner la situation, du coup, il y a son pote qui arrive derrière et qui est plus petit que lui, mais qui est 2 fois plus musclé, et qui lui carrément ouvre mon capot et commence à farfouiller dans mon moteur sans ma permission, quoi. Et vraiment, j'insiste. Je leur dis non, non, je ne veux pas d'aide, tout va bien. Et ils forcent la situation et ils se présentent. Alors, ils s'appellent Hadj et Jamel. Et ils ont un pote qui est mécano et qui va arriver, qui va m'amener des courroies d'accessoires et tout, qui va m'aider, qui va me dépanner. Bon, j'ai pas vraiment d'autres solutions. Alors, même si je suis quand même vraiment pas du tout à l'aise, je me dis, ben, j'attends, je vois. Puis je veux pas non plus entrer en conflit avec eux, quoi, parce que je suis pas rassurée, quoi. Là, il y a le gars qui m'avait proposé de monter dans sa voiture qui revient et qui veut absolument me dépanner à son tour. Donc il arrive et puis moi je suis avec donc ces deux Hadj et Jamel qui, quand ils me voient qu'il y a un autre gars qui essaie de me dépanner, ils lui disent non mais nous on s'occupe d'elle, il n'y a pas de souci. Nous on est, en fait ils maintiennent leur position de bienveillance envers moi, et du coup ça éveille la méfiance de l'autre. Et l'autre qui maintient sa position de bienveillance, en tout cas supposée envers moi, ça éveille la méfiance des deux autres. Et donc tout le monde se méfie de tout le monde. Moi je me méfie des trois. Et voilà, le gars, il comprend un peu la situation, et il me donne son numéro et il me dit « appelle-moi au cas où, si tu as un souci, pas de souci. » tout ça. Donc il me laisse là. À ce moment-là, il est 2h du matin. La voiture est à moitié démontée. Je suis toute seule, toujours. J'ai toujours pas réussi à joindre mes potes. Et j'ai pas vraiment de solution. Et là, tout d'un coup, miracle, une voiture arrive. Et c'est l'ami mécano qui arrive et qui sort tout son matos, qui a 15 courroies d'accessoires de tailles différentes, qui met ma voiture sur le cric, qui se met dessous la voiture et qui commence à réparer mon moteur avec Jamel. Du coup, les deux, ils sont à fond. Et ils ont l'air de galérer. Ça n'a pas l'air d'être simple. Mais comme ils parlent en arabe entre eux, je ne comprends pas vraiment tous les tenants aboutissants de la réparation, voire même de la situation, qui est qui, etc. Et en fait, le truc que je me dis, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont me demander en échange de tout ce temps ? Et je suis une femme, et c'est compliqué, quoi. Et voilà, bon, ben, on attend. La réparation prend du temps. À un moment donné, il y en a un qui se blesse. Je me dis, c'est un cauchemar, en fait. Il commence à saigner et tout. Enfin, bref.
Et à 4h du matin, le mécano ressort dessous la voiture de ma grand-mère et me dit « En fait, c'est mort, ta pompe à eau est cassée, j'arrive pas à remplacer la courroie, donc tu peux pas prendre ton volant, c'est foutu, quoi. » Et il me dit « Mais donne-moi tes clés, je vais prendre la voiture, je vais l'amener dans mon garage et tu viens la récupérer la semaine prochaine. » Et Hadj et Jamel, ils me disent « Mais c'est parfait, comme ça tu viens avec nous et nous, on t'emmène là où tu dois aller. » Et moi, je leur dis non, mais en fait, la ferme de mes copains, elle est à 300 km d'ici. Ça représente un voyage de 6 heures aller-retour pour vous. Donc, c'est compliqué quand même. Ils me disent bah non, pas de souci, on va pas te laisser là toute seule de toute façon. Donc, viens, on monte dans la voiture. Voilà. Donc, à ce moment-là, je suis un peu mal à l'aise et il me semblerait légitime que je refuse de me retrouver dans la voiture de ces deux inconnus. Et pourtant, j'ai dit oui. Parce qu'à ce moment-là, on était ensemble. Et c'est difficile à expliquer, mais en fait, j'ai été persuadée de leur bienveillance absolue. La question que je me pose, c'est comment j'ai pu en être aussi persuadée. Alors, d'un côté, je me disais, bon, ça fait 3 heures qu'ils sont en train de travailler sur ma voiture, donc s'ils avaient voulu me faire du mal, ils l'auraient déjà fait. Et d'un autre côté, je me disais, quand on tombe sur des fous, on tombe sur des fous, et en fait, j'en sais rien. Et une fois que je me retrouverai enfermée avec eux dans la voiture, je ne pourrai plus rien faire. Donc, j'essaye d'écouter mon instinct, et je sais pas, j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient mis sur ma route. Et je me demande aussi dans quelle mesure cette certitude-là me donnait une attitude qui leur a permis de me prendre en charge. Parce que si je m'étais vraiment méfiée, la rencontre ne se serait pas faite. Et en même temps, on entend plein d'histoires de gens qui ne se méfient pas du tout et pour qui ça se termine en drame. Et je constate qu'il est vraiment difficile de traduire le message des antennes que notre cerveau et que notre corps nous mettent à disposition dans ces moments-là. Et surtout qu'à ce moment-là, j'arrive enfin à atteindre mes potes. Et que je leur dis, pas de souci, j'arrive avec 2 gars que j'ai rencontrés dans une station-service qui vont me ramener. Et là, mes potes, ils paniquent. Et surtout, mon copain, il me dit, mais tu ne montes pas dans cette voiture. Alors, eux, ils ne pouvaient pas venir me chercher parce que c'était une fête. Du coup, ils ne pouvaient pas prendre le volant. Mais il me dit, et puis de toute façon, on était à 3 heures de route. Et il me dit, non, ne monte pas dans la voiture, je t'en supplie, quoi. Et pourtant, je fais le choix de l'ensemble à ce moment-là. Je lui dis, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Bon. Donc, je donne mes clés au mécano. Je monte dans la voiture de Hadj et Jamel et on part de Bordeaux à 4 heures du matin. Et la route est vraiment très longue. Elle est interminable et nos mondes sont vraiment très différents. Alors, on se confronte, on discute, on papote. Moi, je suis épuisée. Parfois, je pique du nez, je me réveille, ils ont le smile. On regarde le soleil se lever sur la campagne. Ils trouvent ça trop beau, moi aussi. C'est assez beau, en fait. Et on arrive à 7 heures du matin dans la ferme de mes potes. Et tous mes copains sont en train de terminer leur soirée. Il est 7 heures du matin, quoi. Donc, ils hallucinent de me voir arriver avec ces 2 personnages, ces 2 anges gardiens qui n'ont pas du tout des physiques d'anges gardiens. Et on leur dit merci, quoi, merci, une bière, un café, restez avec nous, on passe la journée ensemble. Ils me disent ah non, mais pas du tout, nous on a des enfants, il faut qu'on y aille, on leur a promis de les emmener à la plage, c'est dimanche aujourd'hui, il est 7 heures, il faut qu'on y aille, on a 3 heures de route, la vie continue, quoi. Et là je me dis vraiment rien pour hier, rien pour demain et tout pour aujourd'hui. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Et les leçons pourraient être tirées de là. Mais comme la vie continue, j'ai fini par récupérer ma voiture à Bordeaux 1 semaine plus tard. Et Hadj et Jamel insistent pour venir me chercher avec mon copain à l'aéroport. Ils nous amènent chez Hadj, qui vit dans une pièce de cité bordelaise extrêmement modeste, extrêmement mal aménagée au vu de son handicap. Ils nous proposent un café. La machine à café, elle explose. Eux, ils explosent de rire, ils se mettent à la réparer. Le mécano arrive avec la voiture de ma grand-mère. Il me montre les réparations, elles sont nickel. Et là, il me dit, je te demande quand même 200 €. Et moi, ça me paraît dérisoire au vu du fait qu'il a changé 2 pièces dans ma voiture,
qu'il a passé 3 heures à essayer de la réparer sur une station-service un samedi soir après sa journée de travail et qu'il a gardé ma voiture pendant 1 semaine dans son garage. Et Hadj, il se met à négocier le prix et à dire que c'est trop cher. Il dit non, tu dois pas payer trop cher, c'est pas du tout les prix. Je lui dis mais si, mais bien sûr que c'est, mais attends, mais c'est pas cher du tout, je suis méga gênée. Et en plus vous m'avez déjà fait une tonne de cadeaux. Et il me dit non, c'est toi qui nous as fait un cadeau. Tu nous as fait confiance. Et nous, dans notre monde, dans notre société, en fait, ça nous arrive jamais. Et il nous laisse reprendre la route. Alors avec mon copain, on est à moitié mal à l'aise, à moitié émerveillé de cette leçon de bienveillance, sans aucune contrepartie en plus qu'un appel sur la route pour les rassurer. Ils ne nous demandent rien d'autre. Et donc pendant les 5 heures de route que dure le trajet jusque Paris, on est vraiment happé par nos remises en question sur nous-mêmes, alors sur nos a priori, sur nos doutes, sur notre bienveillance et sur notre propre malveillance. Qui d'entre nous aurait fait ce qu'ils ont fait ? Et qui donne quoi ? Et pourquoi ? Et à qui ? À qui donne-t-on personnellement et en tant que société, en tant qu'ensemble justement ? Comment expliquer leur reconnaissance que je leur ai fait confiance alors qu'eux-mêmes m'ont donné ce que personne d'autre m'aurait donné ? Et alors qu'eux-mêmes possèdent si peu, en tout cas matériellement parlant ? Comment être à la hauteur de leur générosité de temps, de bonne humeur, de solutions ? Comment réussir à faire circuler cette énergie, cette espèce de secret qu'ils détiennent et qui les rend beaucoup plus riches que tous les riches que j'ai pu croiser ? Voilà. Et tout ça me pousse à vous dire que je crois que les interactions humaines qui sont basées sur l'argent et sur le profit ne sont pas la seule possibilité. Que la croyance capitaliste qu'il faut un prêté pour un rendu, que tout est basé sur le profit, qu'il faut tirer avantage des situations, s'écroule devant l'exemple concret que je vous livre ici. Il y a d'autres modèles possibles. Et comme quoi, il est parfois important de se retrouver démunis, pas forcément matériellement, mais comme moi, par exemple, à court de solutions, donc démunis, pour être plus en phase avec le monde tel qu'il est, dans toutes ses réalités. Parce que ce monde est injuste, il est cruel, il est inégal avec énormément de gens, et pourtant ces mêmes gens sont capables de vous redonner la force de croire en la bienveillance. Parce qu'ils la pratiquent concrètement. Et donc ils rendent concret un discours qu'on emprunte tous, mais qu'on oublie vraiment souvent. Merci.